Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Avec au programme de cette soirée, eh bien, ça ne bouge pas, on débutera avec Info 10, le journal local et régional. Et à 19h, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 11 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Éric Jalton, maire de la ville des Abîmes, appelle à redoubler de vigilance en ces temps de circulation active du Covid-19. Et pour la FSU, la rentrée scolaire est une véritable catastrophe entre manque de moyens et communication contradictoire du gouvernement. Et en fin d'édition, nous assisterons à la remise des récompenses au peloton guadeloupéen de la part du conseil départemental. La rentrée scolaire est littéralement catastrophique. C'est le constat dressé par les syndicats d'éducation, dont le SNES FSU, qui dénonce entre autres la communication du gouvernement qui consiste à dire que les moyens sont donnés aux enseignants mais qu'ils n'en font rien. Regardez. On avait la nécessité de se rassembler aujourd'hui pour faire un bilan de la rentrée avant les instances nationales de la semaine prochaine. Et donc on a organisé une réunion restreinte avec une partie des collègues pour justement faire ce bilan de rentrée, avoir des gens qui viennent un peu de partout dans l'académie, alors pas des dépendances mais au moins de partout en Basse-Terre et en Grande-Terre, pour justement faire un bilan de cette rentrée qui est absolument catastrophique. On a tout simplement tiré les conséquences de ce que toute l'administration n'a pas fait en amont et que les enseignants doivent gérer aujourd'hui, c'est-à-dire une pénurie de moyens, des classes surchargées. Et donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que toutes les heures qui sont proposées par le ministère et par le rectorat pour soi-disant rattraper, nous on veut qu'elles soient utilisées dans le cadre d'un plan d'urgence pour affecter des moyens, pour que les enseignants aient de meilleures conditions de travail, pour que les élèves aient de meilleures conditions de travail et qu'on ait une chance de donner à ces élèves qui ont déjà perdu beaucoup d'heures l'année dernière de véritables moyens pour réussir cette année scolaire. Le rectorat propose des moyens mais il ne propose pas des diminutions d'effectifs et donc donner des moyens quand on est 35 par classe, ça sert strictement à rien. Nous ce qu'on dit c'est qu'il faut que ces moyens servent à diminuer les effectifs par classe, à travailler en petits groupes, à s'occuper véritablement des élèves qui sont en grande difficulté et pas à faire du saupoudrage, de l'affichage dont le seul objectif est de dire on a donné des moyens, regardez les enseignants ne les utilisent pas. Parce qu'à l'heure actuelle, les moyens qui sont proposés, ils sont complètement inutilisables par les enseignants. Ça risque d'être une année désastreuse si le gouvernement ne prend pas à bras le corps la situation véritable, si la rectrice ne prend pas conscience de la réalité, qu'on n'a pas d'eau dans les établissements, qu'on manque d'enseignants et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que les élèves aient les moyens de réussir et ces moyens, elle doit les donner en moyens humains et pas simplement en faisant du saupoudrage, de l'affichage et de la communication. Et parmi les grosses problématiques de la rentrée, eh bien, on a effectivement ces manques d'eau et coupures d'eau dans les établissements scolaires. Et en parlant de cette problématique, notez que la ville de Petit-Bourg indique qu'elle a réglé sa dette vis-à-vis du SIAG. Au lieu d'un paiement 4 fois initialement prévu, eh bien, la municipalité a finalement soldé son compte avec un versement de 131 700 €. Et de retour en Guadeloupe, la directrice de l'Agence régionale de santé, Valérie Denux, s'interpelle sur le taux de reproduction du virus qui est au-dessus de 1. Le taux de positivité serait également très élevé, beaucoup plus qu'en Hexagone, de quoi entraîner des rappels sur les gestes barrières. Elle répondait aux interrogations de Brigitte Zabarel hier soir dans Santé 10. Regardez cet extrait. Nous avons une augmentation des cas depuis un mois, avec une augmentation qui a été très importante la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, avec un doublement de cas, c'est-à-dire on était passé de 325 cas à 675 cas dans la semaine uniquement. La semaine dernière, nous étions à 841 cas, ce qui évidemment est très élevé. Mais ce n'était pas un doublement par rapport à la semaine précédente. Mais très clairement, si on continue à ce rythme, ça va être de l'ordre de plus de 1000 cas par semaine. Et donc c'est très inquiétant, très inquiétant,
parce que le taux de reproduction du virus, il est au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'une personne positive, elle le transmet à plus d'une personne autour d'elle. Donc il faut absolument qu'on descende en dessous de 1, il faut absolument qu'on ne se le transmette pas, ce virus. Parce que, évidemment, il y a des conséquences qui sont dramatiques, qui sont très très graves. Donc, lors de la première vague, je rappelle, on s'était arrêté à peu près à 175 cas. Aujourd'hui, on est à plus de 1300, 1400 cas. Donc, on est vraiment dans une diffusion qui est très importante. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tests. Donc, comme on fait beaucoup de tests, on trouve beaucoup. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est-à-dire que le taux de positivité, le nombre de personnes positives par rapport au nombre de tests est très élevé, beaucoup plus élevé qu'ailleurs en métropole. Donc il faut bien qu'on se dise qu'aujourd'hui, la circulation est très active sur notre territoire et ça m'inquiète. Il faut apprécier le niveau de risque. C'est-à-dire qu'un cas contact à risque élevé pour lequel il faut faire des tests, c'est quelqu'un avec qui on a eu des moments de proches sans masque, où on est resté vraiment en proximité pendant plus de 15 minutes les uns avec les autres. Donc bien sûr, quand on vit dans une même maison, probablement que la promiscuité est grande, donc il est préférable à ce moment-là de faire les tests, oui. Mais quand on a juste eu la cousine qui est venue visiter et qu'elle a respecté les gestes barrières, il n'y a pas forcément besoin que la cousine soit testée. C'est vrai que les laboratoires sont débordés, hein. Il y a beaucoup de demandes, donc ils ont des délais de rendu des résultats qui sont trop longs par rapport à ce qu'on voudrait. Mais je sais qu'ils font vraiment leur possible pour diminuer ces délais. Et tout à l'heure, quand je parlais des nouveaux tests qui seront plus rapides, probablement que ça va vraiment nous aider. Ce qu'il faut, c'est impérativement être très rigoureux dans le respect des gestes barrières. Donc c'est vrai qu'il faut être systématique. Il ne faut pas à un moment donné se dire bon là aujourd'hui c'est pas grave ou alors bon ben on va à l'anniversaire de la famille, de quelqu'un de la famille, on se dit bon là on va boire un peu de champagne, c'est pas grave, on va se détendre. Non, il faut tous les jours respecter les gestes barrières. Nous sommes placés en zone rouge où la circulation du virus serait donc très active. Une situation alarmante selon l'ARS et certains élus qui entendent renforcer les mesures de sécurité et d'hygiène, notamment dans les lieux publics. On fait le point avec le maire des Abîmes, Éric Jalton, qui ne manque pas de réclamer à l'État les moyens nécessaires pour le CHU, entre autres. Regardez. On est au rouge, hein, et nous sommes avec un taux de positivité du virus, hein. C'est-à-dire quand on fait un test, on teste 100 personnes, il y en a 21 qui sont, la semaine dernière, hein, positifs. Donc c'est beaucoup. En France, c'est 5,2 pour la même période. Donc c'est 4 fois plus que la France. Donc il faut prendre cette affaire au sérieux et prendre les mesures qu'il faut pour limiter les manifestations où il y a trop de contacts, on ne peut pas contrôler, exercer pleinement les gestes barrières, les garantir. Porter le masque partout quand on est susceptible de rencontrer du public de façon importante. Hein. On ne va pas vous demander, quand vous êtes isolé à la campagne, de porter un masque. C'est pas aberrant. C'est surtout dans les lieux fréquentés par le public. Et attention aux milieux trop clos, etc. Il faut aérer, il faut ventiler. Et il faut aussi que l'État assume ses responsabilités pour accompagner notre système de soins qui est déjà défaillant suite au CHU, qui était déjà bien avant le CHU, en termes de soins d'urgence respiratoire et en soins et d'autres soins hein, qu'on est contraint aujourd'hui de différer, et en termes de réanimation ventilatoire Covid, parce que sinon on sera peut-être obligé de choisir entre ceux qu'on cherche à sauver et ceux qu'on abandonne sous le seuil de l'hôpital. Donc dans un pays civilisé, c'est pas digne. Donc il faut que des moyens nous soient apportés, qu'on n'arrive pas dans ces solutions extrêmes, mais il faut aussi que la population fasse aussi l'effort de respecter les gestes barrières. Que chacun, à tous les niveaux, individuels, collectifs, institutionnels, tous les niveaux, tout le monde peut faire un effort, et on doit le faire. Le préfet de région Alexandre Rochat s'est rendu aujourd'hui au centre d'hébergement d'urgence Sianka de Basse-Terre. Cet établissement dédié à l'accueil des femmes victimes de violences offre aussi des possibilités d'insertion et de réinsertion. Par ailleurs, les plus nécessiteux pourront bénéficier de distribution de masques. C'est quasiment obligatoire maintenant, n'est-ce pas? Donc bon, regardez-les.
L'objet de ma visite, elle est double. Premièrement, c'est de découvrir le centre et l'association qui abrite ce centre et qui aide les plus démunis, puisque c'est un accueil de jour, mais aussi, comme on l'a vu aujourd'hui, un accueil pour les femmes victimes de violences. Donc ça, c'est le premier but de ma visite, puisque c'est important pour moi de voir ce qui est fait localement. Je vois que le maire de Basse-Terre est présent. Il y a vraiment besoin d'un travail conjoint qui est fait. Ici, ce sont des financements de l'État qui sont indispensables, bien évidemment, pour la population. Et le deuxième objectif, c'est aussi de montrer que dans cette période de Covid, il est important que tout le monde puisse porter le masque. On sait qu'il y a des difficultés financières à porter le masque et donc nous procédons à la distribution de masques pour les plus nécessiteux. Il y a 350 000 masques qui ont été déployés depuis quelques temps ici en Guadeloupe, dont 177 000 lavables. On en a 350 000 qui arrivent la semaine prochaine qui vont être à nouveau distribués. Ils sont distribués par les associations, par le conseil départemental au titre de sa compétence sociale, mais aussi par les caisses d'allocation familiale. Et donc l'idée, c'est vraiment de valoriser tout le travail qui est fait de proximité et de protection nécessaire pour tout le monde, y compris pour les gens qui sont le plus dans le besoin. Effectivement, nous avons procédé hier à l'accueil de nos premières résidentes sur ce qu'on appelle un CHU, centre d'hébergement d'urgence. Alors ce sont des places dédiées à des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. Donc pour l'instant, c'est une mise à l'abri avec tout un accompagnement qui sera mis à leur disposition en termes de soins, en termes de démarches administratives. Mais pour l'instant, comme on vient de débuter, les situations seront gérées au cas par cas. Ça va dépendre des problématiques et du besoin, du désir de la personne qu'on aura hébergée. Les données ont montré que malheureusement, avec la crise du Covid, ces violences ont augmenté. Et il fallait à tout prix avoir cet outil extraordinaire qui est à Basse-Terre. C'est le premier CHU, le centre d'hébergement d'urgence, avec un vrai projet pédagogique. Ce n'est pas que de l'hébergement, ce n'est pas que des appartements. Il y a un travail extraordinaire qui est fait par l'association Sianka avec Mme Sadji et toute son équipe. Ce n'est pas que héberger et isoler les femmes en difficulté qui ont été victimes de violences, c'est aussi permettre une réinsertion, un encadrement. Et vraiment, l'outil est extraordinaire. On enchaîne avec la visite du président de région Harry Chalus à Terre de Haut et Terre de Bas, deux îles du Sud qui rencontrent une problématique principale, à savoir effectivement le transport et donc l'acheminement des passagers. Nous allons commencer par le port que nous avons visité. Et il suffit que la commune de Terre de Bas demande au département de récupérer ce port et tout de suite la région pourra intervenir dans le cadre du plan Océan. Nous avons le budget en place pour pouvoir aménager ce port. Nous avons vu aussi des routes avec le maire à aménager et d'autres dossiers qu'elle doit nous faire parvenir dans les plus brefs délais car il y a 1,2 million de subventions qui ont été votées en commission permanente et nous attendons les dossiers. Nous avons commencé les travaux que nous avons pris en maîtrise d'ouvrage, mais les autres dossiers que nous avons financés, ils n'ont pas encore transmis ces dossiers. On attend que ces dossiers pour pouvoir commencer les autres travaux sur Terre de Bas. Nous serons obligés et nous avons la visite du président de région qui nous promet de nous aider. Moi, je pense qu'on pourra s'en sortir, ne serait-ce que pour faire des petites choses durant la mandature. On pourra revoir les projets de l'ex-maire, voir si c'est viable. Alors, il faudra monter les dossiers parce que le président de région nous dit que l'argent a été voté, mais les dossiers n'ont pas suivi. Donc, moi, je pense qu'on pourra faire des choses quand même si nous n'avons pas les grands moyens. La population vous dit qu'elle attend un changement, mais le changement ne peut pas venir d'un coup. Et je dirais à la population que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'elle collabore, il faut qu'elle soit d'accord à apporter ce changement. Et je leur demanderai de m'aider en ce sens parce que nous sommes une petite population, on devrait y arriver. Terre de Haut, c'est un peu mieux, ça va. Vous avez vu un peu, on a fait beaucoup de travaux à Terre de Haut. On a reçu des dossiers, nous avons visité Pensuc, nous avons vu la route dans le centre de Terre de Haut que nous avons aménagé. Il y a l'école où nous allons faire un préau que j'ai demandé, des trottoirs que nous avons faits et d'autres dossiers que nous allons financer à Terre de Haut. Plus de, je crois, 900 000 € sont en attente de dossiers pour que nous puissions verser les subventions. Et le maire vient de nous faire parvenir encore pour près de 600 000 € de travaux routiers, des routes communales. Nous connaissons la situation de ces communes, comme je le dis. En matière des finances, nous allons les accompagner, car, comme je le dis tous les jours, accompagner les communes, c'est accompagner la population. Il y a un peu d'ordre aussi à mettre à Terre de Haut parce qu'on est habitué, vous savez c'est compliqué, hein, c'est un microcosme. Quand vous touchez
le truc est complètement rond, comme on dit, et quand vous touchez à quelqu'un, ou que vous touchez à une mentalité, vous touchez à un raisonnement, et bien, vous bousculez les choses, quoi, et c'est pas toujours évident. Mais voilà, mon projet politique aujourd'hui, je le traduis en projet administratif. Et ce projet administratif, projet de développement, projet de travail, et je pense que nous y arriverons très certainement, nous allons nous donner les moyens en tout cas. La ville de Saint-Claude, elle, penche sur sa stratégie sportive qu'elle a entamée hier soir. Le reste en images. Cette rencontre en fait était destinée à l'ensemble des clubs sportifs et des associations sportives de la ville de Saint-Claude. Et en fait, cette rencontre avait pour objectif de présenter, de partager la stratégie sport 2020 que la ville de Saint-Claude a voulu, avait déjà travaillé dessus en fait avec ses services et la commission animation afin de partager justement une stratégie sport qui se décline en 4 axes où nous mettons l'accent surtout sur le développement des infrastructures et des espaces sportifs, le développement de l'attractivité sportive, le sport durable et également la structuration du sport sur le territoire de Saint-Claude. La volonté politique en tout cas de toute ville, c'est de briller et d'avoir une discipline phare. Donc aujourd'hui nous étions aussi en discussion sur justement comment arriver à cette discipline phare, mais avec une discussion partagée sur l'orientation que la ville pourrait éventuellement prendre par la suite. Cette première rencontre va donner lieu à d'autres rencontres et la mise en place d'un comité technique sportif territorial véritablement sur la ville de Saint-Claude. Donc M. Califère justement qui va accompagner justement ces différentes associations sur le développement de leurs activités sportives, qu'elles soient de loisirs, d'animation ou même celles qui s'orientent beaucoup plus vers la compétition. Pour ma part, il était important d'être là aussi parce que je voulais soumettre à la municipalité le fait que nous, malheureusement, au niveau des arts martiaux, nous n'avons pas forcément des structures, mais ils ont su nous répondre positivement en nous disant que nous n'étions pas délaissés et qu'il y avait des projets en cours pour permettre la construction de structures pour pouvoir épanouir les arts martiaux sur la ville de Saint-Claude. C'est bien parce que les choses structurées permettent d'être claires et avoir une bonne vision sur les choses. Et puis elles sont très à l'écoute par rapport à nos demandes, et ce qui permet un bon échange et sortir de cette réunion avec des éléments positifs et constructifs. Surtout un accompagnement administratif et technique. Donc c'est vrai que c'est surtout à ce niveau-là que nous avons aussi décidé d'amplifier l'accompagnement de la commune, au-delà même des attributions de subventions qui se font chaque année. Mais là, nous allons véritablement mettre en place un accompagnement sur l'ingénierie sportive au niveau du territoire saint-claudien. Et avant de se quitter, retour sur cette remise de récompense organisée par le conseil départemental à destination du peloton guadeloupéen. Et oui, Guadeloupe, terre de champions, il ne faut pas l'oublier. Le reportage. Cette équipe répond exactement aux valeurs du conseil départemental. Valeurs de solidarité, valeurs d'échange, mais valeurs aussi sur le plan de l'échange intergénérationnel. Et donc il était tout à fait normal que la présidente du conseil départemental, Mme Borel-Incertain, donne son accord pour que nous puissions récompenser nos sportifs, ceux qui ont porté haut les couleurs de la Guadeloupe. Pour ma première sélection en tant que junior avec les seniors, ça a été une grande aventure. J'ai bien apprécié, ils nous ont donné beaucoup de conseils. Donc c'est de bon augure. Je vais essayer de m'améliorer pour essayer de terminer sur la marche du podium en tant qu'espoir lors de la prochaine édition. Belle marque de reconnaissance. C'est vrai que dans le contexte sanitaire où c'est compliqué, la Guadeloupe a rayonné en Martinique. Et c'est une très belle prestation d'ensemble parce qu'il y a toute une mixité entre des jeunes d'avenir et d'autres qui incarnent le présent. Et à l'instar de Boris Karen qui remporte la compétition. Donc on a voulu leur dire que vous tous, vous formez une belle équipe et on vous encourage à aller encore plus loin. Et donc c'était cela le message de la présidente, que nous puissions continuer à accompagner nos coureurs, accompagner nos jeunes cyclistes, accompagner cette génération bien sûr actuelle, mais aussi la génération future, comme des jeunes comme Panoni Chris, comme Olivier Claude et comme bien d'autres, Fidji Palmiste et bien d'autres jeunes coureurs.
parce que nous pensons qu'ils sont l'avenir du pays. Il y a une jeunesse qui arrive, qui est demandante et qui est vraiment remplie de talent. Donc pour moi, ça a été une fierté de pouvoir partir avec ces jeunes-là sur la route de la Martinique et de remporter le classement final prouve à quel point on a vraiment de gros potentiel en Guadeloupe. Donc ces jeunes-là ont beaucoup travaillé. Je pense que sans leur soutien sur les étapes clés, on n'aurait pas pu revenir en Guadeloupe avec ce titre-là. Donc je tiens à les remercier et leur souhaiter beaucoup de courage parce que de toutes les manières, j'espère pouvoir les accompagner le plus loin possible à vélo et du côté de l'encadrement. Mais vraiment, je pense que la Guadeloupe a de beaux jours avec cette jeunesse qui a fort potentiel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal et n'oubliez pas que nous sommes passés en vigilance jaune pour forte pluie et orage. Soyez donc prudents ce week-end, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient lundi à 18h30. Passez un excellent week-end. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10 avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la pub.